Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Hello tout le monde, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, grand plaisir parce que je reçois quelqu'un qui a créé une marque dont je suis client. Alors malheureusement, mais on en a parlé, il y a eu des petits problèmes parce que j'ai une petite taille et une corpulence bizarre apparemment. Bon, vous l'aurez compris, je suis avec monsieur William, cofondateur de Asphalt. Yes. Comment ça va ? Bah très bien, écoute, ravi d'être là, avec cette belle vue sur les toits parisiens. Bienvenue dans mon donjon. Merci, ça fait plaisir en tout cas. C'est vraiment un donjon quoi. Parce que réellement, ouais. Ouais, 5 étages à pied, tu les sens. Exactement, je les ai sentis, ouais. Mais ça va, t'étais pas si essoufflé que ça. Ça va. Moi, j'ai toujours pas pris le coup de main, je te cache pas. Bon, on va mettre les pieds dans le plat. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Tu peux nous présenter tout ça ? Ouais, avec plaisir. Bah écoute, merci encore déjà de l'invitation. Yacine, ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on se parle et que je dois venir enregistrer ce podcast, donc je suis content de venir. Yes, alors t'es à la maison, on l'a dit, mais surtout parce que tu n'habites plus à Paris. Exactement. Ouais, malgré ton look de hipster. Ça fait 6 ans que je suis bordelais, ouais, exactement. 6 ans tout pile, ouais. Et voilà, donc j'ai pris un train spécialement pour venir enregistrer avec toi, tu vois. Putain, un grand plaisir. Et c'est pas moi qui l'ai payé, je vous annonce. Bah écoute, ouais, William, j'ai 36 ans, ça fait 12 ans que j'entreprends. En fait, globalement, j'ai à peu près toujours entrepris, en tout cas après mes études. Et donc, je suis le fondateur de Asphalt depuis 6 ans, après avoir monté une première marque auparavant, déjà de fringues. Donc, ça fait en fait 12 ans que j'entreprends et 12 ans que je suis dans la SAP. Et voilà, et puis à côté de ça, je suis aussi papa de Gaspard et Pia, 4 ans et 1 an et demi, marié aussi, et voilà, et je vis à Bordeaux depuis 6 ans, effectivement, avec cette jolie petite famille. Bon, très belle présentation. Première question toute simple. Quand est-ce que vous passez aux bébés et aux enfants chez Asphalt ? Ah écoute, vaste question. C'est vrai que très rapidement on a lancé l'homme donc avec Asphalt il y a 6 ans, et très vite on nous a dit bon, quand est-ce que vous faites la femme, quand est-ce que vous faites l'enfant et tout. Et vous avez commencé la femme, hein ? Ouais, on a lancé la femme il y a 1 an. Et l'enfant, ça viendra, je pense, ça viendra, mais pas tout de suite, chaque chose en son temps. Et il y a encore beaucoup de boulot sur l'homme, mais surtout maintenant beaucoup sur la femme, parce qu'on vient de démarrer. Donc on a, voilà, dans la culture de la boîte, on aime bien l'idée de focus, et donc on fait pas 1000 choses en même temps et on essaie de les faire bien. Okay. Et l'enfant, c'est un peu tôt là, mais ça viendra, je pense. Bon. T'inquiète. Mais si Gaspard et Pia nous écoutent, exactement. Faites alors, un gros appel du pied. Je te cache pas que j'ai quand même fait des petits protos en petite taille. Ok. Pour, il les porte. Ouais, bah écoute, pas plus tard qu'hier, mon fils il avait le pull marin Asphalt en taille 4 ans. Ah, trop stylé. Donc voilà, je me suis fait quand même 2-3 kiffs. Tu lui as fait un 10-40, ça va ? Exact. D'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant juste sur la femme. Ouais. Tu sais, moi en tout cas, j'aime beaucoup la SAP. Bon, ça se voit pas là parce que voilà, mais passons. Je vais pas dire que je suis au réveil non plus, mais bref. Non, petite question toute bête. Ouais. Est-ce que le marché de la femme, tu le sens qu'il est... Est-ce qu'il est plus mature et c'est sûr qu'il est plus gros ? Est-ce que c'est un challenge pour vous de l'adresser parce que vous êtes rentré avant sur l'homme ou pas ? Ouais, grave. Et merci de servir les hommes, les gars. By the way. Avec plaisir, avec plaisir. Je t'avoue que c'était un peu un acte égoïste. Ouais, c'était pour nous en fait, les premiers clients. Mais ouais, la femme, c'est un énorme challenge, sans doute le plus gros. Peut-être à égalité avec l'international, qui est un gros challenge aussi. Mm-hmm. Mais la femme, c'est vraiment autre chose parce que voilà, c'est une autre clientèle, c'est d'autres produits à développer et tout. Donc c'est un gros challenge. C'est un marché qui est différent. Moi, mon intuition, et notre pari peut-être ainsi un peu, c'est que le marché est pas si différent maintenant. Je pense qu'il y a un peu cette, tu vois, cette idée que la femme et l'homme consomment de manière extrêmement différente les fringues. Mm-hmm. C'est toujours vrai pour certains points, mais je pense que quand même, les choses se sont un peu rapprochées dans la consommation entre l'homme et la femme, notamment la notion de responsabilité qui commence à rapprocher tout le monde. C'est pas dans toutes les catégories socio-professionnelles, on va pas se mentir, mais globalement, tout le monde aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans un mood de mieux consommer. Et ça passe par consommer des vêtements de meilleure qualité, des vêtements avec des styles un peu plus atemporels. Donc en fait, ce qu'on a proposé sur l'homme il y a 5-6 ans et qui correspondait bien aux besoins de l'homme de manière générale, aujourd'hui correspond assez bien aussi à la volonté des femmes. Donc
Je pense qu'il y a de la différence entre ces deux marchés, évidemment, mais elle n'est pas si importante qu'on peut le penser. Et en tout cas, nous, on l'adresse d'une manière qui est quand même assez similaire. Donc panier moyen, tu dirais c'est le même, taux de repeat c'est le même. Pour l'instant c'est différent parce que si tu veux la femme ça fait que 1 an, on a lancé peu de produits donc il n'y a pas eu la place encore pour les femmes d'acheter beaucoup, d'avoir un panier moyen élevé, etc. Bon, je suis sûr qu'à Noël tous les mecs ont offert des trucs sur Asphalt à leur meuf. Figure-toi que les mecs offrent pas beaucoup de sapes à leur femme. Ah ouais, c'est vrai que et par contre, et ça c'est une vraie réalité aujourd'hui, c'est que c'est encore le cas, on voit beaucoup plus d'achats de femmes qui achètent pour les mecs. Ouais. Donc voilà, donc pour l'instant, en tout cas dans les comportements business, c'est pas tout à fait les mêmes data. Tu vois, nous on regarde beaucoup la LTV, donc la lifetime value des clients. On compare hommes et femmes, et donc aujourd'hui la femme est un peu inférieure à l'homme, et c'est normal. Tu parles de lifetime value alors que c'est quand même des métriques qu'on utilise plutôt pour du SaaS, un modèle de recurring. Ouais, mais en fait, tu vois, nous on a un seul canal de distribution, c'est le online, et en fait, du coup, on a des cohortes de clients qui rentrent chaque mois. J'ai X milliers de clients qui rentrent, et puis je suis les cohortes. Donc en fait, on est vraiment nous, on pilote notre boîte et c'est une des particularités d'Asphalt, c'est qu'on est autant une marque de fringues qu'une start-up un peu tech et e-commerce en tout cas. Et c'est une particularité dans ce secteur dans lequel, en fait, finalement, il y en a de plus en plus, mais des start-up dans la mode, il n'y en a pas tant que ça. Et nous, on est arrivé effectivement avec ce mindset, ces outils, cette ambition start-up dans un monde et dans un milieu dans lequel finalement les marques ont un fonctionnement un peu old school. Et c'est pour ça, je pense, en partie, qu'Asphalt a fait vite une place parce qu'on est arrivé et tout de suite on a été, je pense, très différent de ce qui existait. Putain, j'ai tellement de trucs sur lesquels j'aimerais rebondir. J'allais te poser la question, est-ce qu'à terme tu pourrais faire un modèle d'abonnement ? J'allais te demander justement, tu parles de lifetime value, mais en même temps tu parles aussi de responsabilité d'un point de vue achat et consommation. Donc t'as pas forcément envie que les gens achètent tous les mois. Moi d'ailleurs, je pourrais te parler de moi, mais c'est drôle, j'achète de moins en moins et de plus en plus cher. Paradoxalement, mais genre je me fais vraiment des kiffs, mais vraiment je pense que j'achète vraiment en SAP aujourd'hui c'est un truc par trimestre quoi. Genre, mais on va en parler juste après. J'ai quand même une mini question avant parce qu'on a déjà mis les pieds dans le plat. Est-ce que tu peux pitcher Asphalt à des gens qui connaissent pas parce que tu vois maison de SAP mais encore on est une marque de fringues pour hommes depuis 6 ans, pour femmes depuis 1 an, et notre but à la base c'est de trouver un moyen de rendre la qualité accessible. Nous, notre parti pris, c'est de dire la plupart des gens ont besoin de vêtements quand même assez simples d'un point de vue design. Tu vois, on porte tous beaucoup de jeans, de t-shirts, de chemises en jean, de baskets blanches et tout. Et en fait, notre but, c'est de créer justement un vestiaire plutôt de classique. On préfère le mot classique au mot basique, tu vois, de classique pour hommes et femmes, et trouver un moyen de faire en sorte que ça soit de super qualité. Et pour nous la qualité c'est la durabilité dans le temps, c'est le fait que ça tienne, ça soit costaud, ça résiste au lavage, au temps, etc., tout en faisant en sorte que ça soit pas trop cher. Et c'est pour ça qu'on a un modèle de distribution qui est particulier. Donc on n'est que vendu sur notre site, pas d'intermédiaire, et on est allé plus loin que la plupart des marques et la quasi-majorité des marques, c'est que nous on fait de la précommande, donc on vend avant de produire. Donc concrètement, nous on crée nos designs, nos prototypes, on fait des shootings photo-vidéo, on met sur le site, ça dure 1 mois. Pendant 1 mois, le client ou la cliente peut précommander, et ensuite on lance la confection du vêtement et le client ou la cliente reçoit 2-3 mois après. Donc c'est un truc très particulier, très nouveau, mais finalement le message c'est de dire pour un jean d'une aussi bonne qualité que tu vas garder des années et qui vaut que 100 balles, ça vaut bien le coup d'attendre 2-3 mois. C'est un peu ça l'idée sous-jacente derrière notre modèle, tu vois. Donc voilà, donc du coup on fait tout type de vêtements, t-shirt, jean, basket, costume. Homme-femme. Et bientôt enfant. Et enfant un jour, t'inquiète. J'ai pas d'enfant encore, mais on sera sur le bon timing. Exactement, t'inquiète. On va essayer de se raccorder. Exactement. Et le positionnement prix, puisque c'est important le prix quand même. Tu vois, une chemise chez nous ça vaut 80 balles, un t-shirt 30 balles, un jean 100 balles. Et il faut savoir que du coup, nous il y a la durabilité, il y a la qualité, mais il y a aussi la durabilité dans le sens respect de l'homme et de l'environnement. Hyper important pour nous. 100% des confections sont en Union Européenne. Parce qu'en Union Portugal, Européenne, beaucoup Portugal et pas mal et un petit peu Europe de l'Est, mais en fait à 80% Portugal. Pourquoi l'Union Européenne ? Parce qu'il y a un cadre légal du respect des droits de l'homme, un droit du travail qui est beaucoup plus violent beaucoup plus strict que dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est pour ça qu'on le fait. Et après, on fait en sorte d'avoir que des matières, en tout cas quasiment que des matières qui sont 100% traçables. Donc on sait exactement où est-ce que le coton a été récolté, où est-ce qu'il a été traité, teint, filé, etc. Donc on remonte vachement loin et on calcule le coût environnemental de chacun de nos vêtements avec pour objectif principal de baisser ce coût environnemental à chaque nouvelle version qu'on sort, puisque comme on fait des vêtements simples, on les ressort chaque année et on les améliore chaque année, à la fois en qualité avec les retours des clients, mais aussi en impact environnemental en essayant de trouver des moyens de le baisser. Très clair.
plein de points. Je pense que vous l'aurez tous compris. On va rentrer assez rapidement sur ce modèle de précommande. On parle de besoin de fonds de roulement négatif, vu qu'en fait, tu reçois l'argent avant de passer en production. Mais avant ça, on va quand même rentrer dans ta grosse tête. Non, je rigole, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens ? Tout à l'heure, tu as dit que ça fait 12 ans que tu es entrepreneur. Tu disais que tu avais 36, donc tu as dû sortir des études à 24. Oui, je suis très fort en maths, I know. Non, mais plus sérieusement, tu as fait quoi de tes 10 doigts avant de monter Asphalt ? Tu as monté une première boîte d'ailleurs. Ouais, carrément. Écoute, j'ai eu la chance de grandir déjà dans un environnement hyper cool avec une famille charmée. J'ai dédicace. Des parents, dédicace à la famille, bien sûr. Des parents au top, grande sœur, petit frère. On est quasiment... en fait, on est tous entrepreneurs, les 5 dans la famille. Ouais. Ah, les 5 en tout cas, on l'a tous été à un moment, tu vois. Mais je pense qu'il y a un côté... je sais pas si c'est de l'inné ou de l'acquis, mais en tout cas, on est... Et il se trouve qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon petit frère, ma grande sœur et moi, on est tous les trois vraiment tu peux nous dire un peu ce qu'ils font, et même ton père et ta mère mon père, écoute, il a fait pas mal de choses, mais le gros truc qui nous rend le plus fiers, je pense tous, et lui aussi sans doute, c'est qu'il a importé le VTT en France. Ok. Dans les années. Je savais que t'allais me sortir une dinguerie là. Le VTT. Ouais, le VTT. Vélo tout terrain. J'aime bien cette image, tu vois, la manière dont il le raconte, c'est un jour il check un magazine ricain et il voit une photo d'un vélo sur une montagne, et en fait cette image il l'avait jamais vue de sa vie, ça n'existait pas avant, tu vois, avant les vélos c'était sur la route, tu vois, et du coup cette photo l'a marqué, il s'est dit putain mais ça c'est un truc de ouf, faut absolument, c'est l'avenir c'est sûr, et du coup il a importé le VTT, et donc lui il l'a fait plutôt en mode événementiel, parce qu'il avait une boîte d'événementiel, donc il a organisé les premiers championnats du monde, il a créé la première course qui existe encore aujourd'hui, la plus grosse course de VTT au monde. Ah oui, donc côté sport quoi, donc pas plutôt côté événementiel. Loisir quoi, ok. Ouais, exactement. Donc voilà, et écoute, ma grande sœur elle est archi d'intérieur. Elle a monté son cabinet à la sortie de son école il y a, je pense, 15 ans. Trop cool. Et mon petit frère, il a monté une start-up, il a monté un SaaS dans l'industrie, dans le nucléaire, figure-toi. Ça s'appelle Sideflow. Et ils ont bouclé une série A là, il y a quelques mois. Donc lui, pour le coup, c'est marrant parce qu'on partage pas mal les mêmes problématiques. On a beau être sur deux marchés très très différents. Ouais, mais côté on a start-up, à peu près les mêmes tailles de boîtes en termes de staff. Donc on partage les mêmes joies et les mêmes peines. Et ben vas-y, drop-nous ça. En plus je suis trop con, ça fait quoi ? Ça fait 10 et quelques minutes. Mais t'as une putain de news à nous annoncer, il me semble. Ouais, grave, écoute, on a closé notre première levée de fonds après 6 ans. Allez c'est assez lunaire de lever après 6 ans, mais on a closé une première levée de fonds là, fin 2022. Pour lancer la ligne pour les enfants. Pour développer, écoute, exactement. Le gars lâche pas le morceau. C'est clair. On a levé pour développer, tu vois, les deux trucs qu'on a lancés en 2021 et qui ont bien démarré, qui sont la femme et l'international. Et on a besoin de plus de moyens maintenant pour avancer. Donc on a levé 5 millions auprès de 3 fonds et on a closé là fin 2022. On va en reparler, de bon augure, mais tout n'a pas été tout rose. Bien sûr que non, évidemment, sinon c'est pas drôle. Exactement. Mais donc là tu nous parlais, ok, parcours entrepreneurial. T'as fait quoi comme étude juste avant ? J'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EDEC à Nice. Ah putain, à Nice. Ah, j'ai kiffé, putain. Oh, j'ai détesté mec. Je l'ai fait. T'es sérieux ? Moi je suis rentré là-bas après une année de césure. Ouais. Donc je suis allé à la BNP, ensuite j'étais en start-up, je débarque là-bas, au bout d'une semaine je demande à ma mère de m'envoyer mon costume parce qu'on avait un career center. Mes potes étaient à l'EM, d'ailleurs à côté c'était vers Toulon, et ils étaient en... Bref, ils s'éclataient la gueule, comment on appelle ça, week-end d'inté. Ouais. Nous ils étaient archi... Ah mais j'ai cravaché moi. T'étais à l'EDEC ? Ouais, à l'EDEC à Nice. Ah mais c'est parce que t'as dû faire un master spécialisé, un truc comme ça ? Non, j'ai fait le master... grande école, j'ai fait ma première année corporate finance, ouais. Attends, mais nous on a rien branlé. Bon. C'était quand ? Mec, moi même de ceux qui venaient. T'as fait Lille avant ou pas ? Non, j'ai pas fait Lille. Moi j'ai fait la Sorbonne avant. Mais moi aussi, moi c'était à l'international. Et j'ai fait du coup admission parallèle, EDEC Nice. Laurent Deville, t'as eu ? Laurent Deville, ça me dit rien. Non, c'est-à-dire, c'est un des présidents, il faisait le cours de derivatives. Non, ça me dit rien. Bon, t'as mangé tout ça, quoi. Putain, j'adore. Parce qu'aujourd'hui, je me réinvente un peu journaliste. Et c'était en quelle année, toi ? Moi, j'ai passé 1 an là-bas et après la deuxième année, je l'ai fait à Londres. Mais vu qu'on était en plein confinement, je suis jamais allé à Londres. Ah, donc c'est récent, ouais, ok. Ouais, c'est assez récent. Ouais, moi, tu vois, j'ai été diplômé en 2012. Ouais. Écoute, en tout cas, à l'époque, 2012, j'ai eu mon bac. J'ai fait l'EDEC, mais en vrai, j'ai pas appris des trucs de ouf à l'EDEC. Par contre, je me suis fait une bande de potes phénoménale. Ouais.
qui sont toujours des très très bons potes aujourd'hui. Vraiment grosse team et vraiment team chambé. Mais tu t'es drivé par la finance? Parce que moi, quand je te dis Non, j'ai pas aimé, alors, j'ai adoré aussi non, mes mais potes moi, j'ai fait, et tout. si tu Mais veux, moi, je savais que je voulais monter une boîte après. Et j'ai fait finance parce que je voulais aller à Nice et kiffer, c'est tout. Basta. ah ouais, ok, d'accord. Ouais, je m'en Ok. tapais. Et de toute façon, je croyais pas trop aux cours d'entrepreneurship. Ça venait de démarrer à l'EDEC, mais Ouais, parce que c'était à ils Lille. sont assez bons les decks. Ouais, je crois que à maintenant ça va, Lille, mais à l'époque ça venait de démarrer. Voilà, j'étais pas fan de ça, j'avais pas envie. Ok. Moi, j'ai toujours aimé le marketing, mais je voulais pas trop faire de cours de marketing. Je me suis dit, vas-y, je vais faire corporate finance, ça va m'aider à m'apprendre 2-3 Cool, bases ça. pour structurer boîte et ma boîte plus tard. Et surtout, je me suis dit que j'allais kiffer, et j'ai kiffé. Ouais. Voilà. Bon, on dira pas qu'il y a que des galets sur la plage et que c'est pas ouf, mais passons. Non, en vrai, c'était cool. Moi, j'étais juste à côté de la promenade. Les rares fois où j'allais courir sous le Ouais, non, mais sunset. c'est une ville particulière, mais en fait, c'est à partir du moment où t'as, tu vois, des bons potes avec qui passer du Ouais, temps. putain, en l'endroit est quand même- études, à la plage. Non, moi, je venais L'endroit de est quand même 4 ans du assez dingue. Canada. Voilà. Clairement, Donc ouais, non, Je j'ai recommande. fait les decks, j'ai fini donc en 2012 et Ouais. du coup bah j'ai monté cette boîte avec un pote, cette première boîte qui s'appelait 6 et 7, qui était une marque de fringues spécialisée dans les pulls. t'as fait des stages avant? Ouais, j'ai fait des stages en marketing, un stage à Düsseldorf chez Henkel. Mais attends, mais La qualité comment Henkel. les decks finance a validé ces stages? Je ne comprends pas, genre. Ouais, je t'avoue que Mais c'était- bon, on va dire que t'es arrivé à un bon Non, mais moment. j'ai Ils sont été- archi stricts aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est investment banking ou financial market. Moi, j'ai dû galérer Ah, moi, quand j'ai j'avais fait un vendu, stage en VC, quoi, tu vois. Ok, j'avais vendu le truc en mode justement, je vais monter ma boîte, j'ai fait des stages en marketing, c'est cool, maintenant il faut que je prenne des cours de corporate finance pour structurer ma boîte. Ok, non, mais make sense. C'est passé, écoute. Et donc, 6 à 7, tu disais 6 et 7, marque de pull 6 pour et hommes. 7. 6 et 7, ouais. Ok. Et j'ai monté ça avec un pote d'école, Louis Tillier, que j'embrasse. Et voilà, et on a développé ça pendant 5 ans. Et pour le coup, on était dans un modèle de distribution ultra classique, Mhm. où on avait des revendeurs multimarques, donc Printemps, Bon Marché, ce genre de boutiques, et aussi des boutiques indépendantes. On faisait 2 collections par an. Enfin, tu vois, on était vraiment dans l'anti-asphalte, enfin, l'opposé de ce qu'est asphalte aujourd'hui, c'est-à-dire dans un système extrêmement classique. Et c'est là où je me suis rendu compte que il y avait pas mal de trucs qui fonctionnaient pas. Déjà, la boîte fonctionnait pas très bien. Ouais. On n'a jamais eu en réalité de vrai product market fit. Donc on a ramé, mais on s'est battu et on a réussi à tenir pendant 5 ans. Mais Qu'est-ce qui manquait à ce moment-là? Tu pensais juste il manquait le modèle vraiment en fait, tu vois, il manquait la base de toute boîte, qui est le product market fit. Et ça, c'est un truc. Je le répète à chaque fois que je fais un podcast ou une interview, mais je trouve qu'il y a encore trop de gens qui montent des boîtes qui sont pas conscients de ce truc-là. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui continuent d'essayer de développer des boîtes alors qu'ils n'ont pas de product market fit et qui s'acharnent. Mais je suis curieux là sur le product market fit. Tu dirais que Asphalt, c'est quoi? C'est le Non, mais le product market business fit, model. c'est pas forcément une. En fait, le product market fit, c'est juste un état, tu vois. C'est et Oui, si tu mais l'as ou t'as tu l'as pas. une communauté, t'as quand même des gens qui commencent à... En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que tu te dis, j'ai trouvé un créneau et je commence à Voilà. double down C'est en dessus. fait, tu fais un truc qui marche vraiment fort. Et en fait, Et qu'est-ce qui a fait que Asphalt a marché, mais que 6 et 7 marchaient pas? En gros, ma question elle est Ouais, très ouais. simple. Hein. Est-ce que c'est sur le business model pur et simple et que t'aurais pu vendre exactement les mêmes produits chez Asphalt et chez 6 et 7, ou tu trouves qu'il y a vraiment eu une réinvention sur plein d'autres choses du non, passage? il y a plein de choses en vrai. Tu vois, je suis pas fan des théories marketing et tout, mais tu vois, t'as des trucs tout basiques de marketing mix, tu vois, d'alignement entre ton produit et ton truc. La réalité, c'est ça. Donc moi, j'aime bien l'appeler, et on en parle beaucoup en interne en ce moment chez Asphalt, l'alignement des planètes. C'est-à-dire que dans un business consumer comme ça, où Mhm. en fait tu t'adresses à des clients finaux, tu dois avoir un alignement des planètes entre ton produit, ton prix, ta promesse, ton marketing, ton timing, Ok. t'as plein de choses, tu vois. Et en fait, si c'est bien aligné, boum, ça part, ça prend, les gens kiffent, on parle autour d'eux et t'as un truc organique très fort qui s'en va, enfin qui démarre. Et quand c'est mal aligné, poum, ça fait pchit, tu galères, ça marche un peu, mais ça marchouille, du coup, faut se battre pour que ça marche, t'as l'impression qu'il faut plus de budget marketing, mais en fait, c'est pas ça le problème. Donc en fait, ce qui s'est passé avec Asphalt, c'est qu'effectivement, on a eu le bon discours, avec le bon produit, le bon prix, targeté avec la bonne cible, Ok. au bon moment. Il y a une notion de timing, hein. Il y a pas mal d'études qui montrent que tu vois, parmi les plus gros succès des boîtes au monde, tu as une part de timing Ah, time to qui market. est Ouais. énormissime, tu Mhm. vois, genre les Airbnb, Facebook et tout. Donc ouais, timing aussi, ça joue beaucoup. Et donc ça s'est passé sur Asphalt, ça s'était pas passé sur 6 et 7. Et au lieu d'essayer de vraiment challenger à fond ton alignement des planètes et de te dire vraiment il y a peut-être un truc à beaucoup challenger sur le prix et tout et de repartir quasiment d'une feuille blanche, on a passé notre temps pendant 5 ans à bouger des micro-trucs à droite à gauche, alors qu'en fait le fondamental il n'était pas là, tu vois. Ok. Donc on aurait dû mettre plus d'efforts à essayer de start from scratch un truc un peu différent, ou créer des produits avec des positionnements prix différents, ou des cibles différentes,
plutôt que de se dire ok bon on a lancé, on a ce positionnement qui est un positionnement assez haut de gamme, on a ce circuit de distribution qui est ce qu'il est, et du coup on change rien à ça, faut que ça reste, alors qu'en fait ça avait pas pris, tu vois, et il aurait fallu challenger beaucoup plus fort nos fondations. Donc en fait il n'y avait pas d'hypothèse, il y avait carrément des strong beliefs, des vérités générales pour toi, de te dire que par exemple demain tu crées une boîte de sap. Est-ce que même l'idée vous a effleuré l'esprit de vous dire on fait de la précommande, ou pas du tout, pour vous c'était normal, tu produis, tu vends quoi. C'était 2012, tu oui. vois, même le e-commerce en fringues 2012 c'est pas gros, hein. Acheter sur internet, c'est pas énorme, hein, tu vois, moi je sais que je suis un last mover, genre, non mais franchement c'est pas énorme, ouais. y avait pas beaucoup d'acteurs 100% e-commerce, voire pas en fait. Donc les marques commençaient évidemment à faire du e-commerce, mais non c'était pas gros, tu vois, donc non, précommande laisse tomber, c'était inimaginable, et c'est venu plus tard. J'allais dire il faut beaucoup d'humilité mais en même temps de la résilience pour être capable de fermer une boîte et remonter une boîte en plus dans le même secteur avec une value propre différente. Si on regarde un petit peu dans le rétro, enfin si tu regardes dans le rétro, c'est quoi les learnings qu'il y a eu sur 6 et 7, combien de temps la boîte a duré, et tu nous as déjà dit ce que tu aurais pu mieux faire, mais qu'est-ce qui a fait, enfin j'essaye de comprendre comment tu t'es dit je ferme cette boîte, elle va pas continuer, par contre on a un truc en dessous, et je suis convaincu qu'on a un créneau dans le prêt-à-porter par exemple. Bah écoute, je vais te dire, moi j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat, toujours, pas depuis que j'ai 5 piges, mais en gros à partir de mes études, tu vois, et tu même un peu pas avant. Du code à 6 ans dans ton garage? Non, pas du tout. J'ai jamais vendu des je sais pas, des beignets ou des limonades, tu vois, pour faire de l'oseille. À l'américaine. Non, exactement. Mais mais j'ai toujours, tu vois, à partir de l'âge adulte, on va dire, j'ai commencé très vite à me rendre compte que l'entrepreneuriat ça me branchait grave. Donc j'étais à fond sur les blogs et tout, donc j'étais très inspiré par ce qui se passait dans l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème startup du coup beaucoup, et en parallèle de 6 et 7, moi je continuais de beaucoup m'intéresser à faire des startup week-ends, j'avais fait des startup week-ends avant, aller dans certaines conférences et tout, et en fait au bout de quelques années avec 6 et 7, on s'était rendu compte avec mon associé qu'on n'avait pas fait une startup, on avait fait une marque de fringues avec un modèle classique, et moi ça me saoulait, au-delà du fait que ça marchait pas, ça me saoulait. Je voulais faire un truc nouveau. C'est quoi la différence? Tu peux nous dire un petit peu, dans ta vision? C'est ce que je te dis, c'est que en fait une startup c'est pas je prends un modèle qui existe et j'essaie de le répliquer et de bien l'exécuter. Enfin ça peut être ça d'ailleurs, ça peut être un copycat d'un modèle et tout, mais en tout cas là améliorer quoi. Mais voilà. Mais là dans la mode, être une startup c'est de se dire ok, je connais le secteur, je parle à mon client, de quoi mon client a besoin, et je vais lui servir ce dont il a besoin. Alors que nous, on a fait l'inverse, on a parlé à des professionnels du secteur au début de 6 et 7, ils nous ont dit c'est comme ça que ça marche, et on a fait comme ils nous avaient dit. Donc tu vois, ça typiquement c'est quand même... un peu. Ouais, carrément, c'est une différence de mindset, je pense, qui est assez forte. Et donc, après quelques années chez 6 et 7, ça marchait pas bien. Moi, je sentais bien qu'on allait taper le mur. On avait fait une petite levée de fonds à l'époque. Et on avait levé un peu moins de 500 000 euros en 2015. Et en fait, équivaut à 50 millions aujourd'hui, quoi. 500 même. On avait fait ça avec, tu vois, avec des business angels, un peu de friends and family et tout. Et en fait, on avait rapidement cramé le cash en ouvrant une boutique qui a pas du tout marché. Et du coup, je me suis dit, ok, il va nous rester un peu d'argent. Au lieu de taper le mur, je suis chaud de partir from scratch. Et j'avoue que j'ai eu un moment déclencheur. C'est justement une vidéo où Oussama Ammar parle du product market fit. Et j'avais jamais entendu parler de ce truc-là avant. Et franchement, ça a été un déclencheur. Et je lui ai dit à Oussama, parce que je l'ai rencontré après via The Family. Mais ça a été vraiment un moment, tu vois, où je me suis dit, en fait, faut que je reparte de zéro. Et je pense que l'idée, elle était en train de commencer à germer dans ma tête. Mais là, genre vraiment, c'est un moment, tu vois, boum, je me dis, ok, c'est bon. À partir de demain, je bosse sur un nouveau projet pour sauver ma boîte. Et ce nouveau projet, ça a été Asphalt. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!